Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on part en Asie, on part en Chine, utiliser les arts stratégiques chinois pour votre entreprise, pour en connaître les codes, les us et les coutumes. On en parle avec Marie-Pierre Dillen-Séguer, elle est spécialiste des arts stratégiques chinois, auteure d'un livre passionnant, Le feu intérieur, elle est notre invitée. Smart Philo, tiens, c'est peut-être d'ailleurs une maxime de Confucius. Doit-on tout dire? On en parlera avec Xavier Pavie. Bah oui, c'est compliqué. Est-ce qu'on doit tout dire? C'est pas si simple. On fera le point dans Smart et Philo. Puis le cercle RH, actualité oblige, la réforme des retraites. Le débat a commencé à l'Assemblée. On reviendra sur un certain nombre de sujets, notamment ceux évoqués par Elisabeth Borne dans les colonnes du JDD. Amélioration des carrières longues, on y reviendra, ça coûtera 600 millions d'euros. Puis on parlera des seniors, cet index senior et cette difficulté de garder le plus longtemps possible les seniors en emploi. On en parlera dans le cercle RH, notre débat. Fenêtre sur l'emploi, le marché de l'emploi des seniors, ça tombe très bien. On en parlera avec Julien Breuil, Diagnostic, avec le directeur des relations entreprises du groupe EDC Business School. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va s'intéresser alors à un sujet qui n'est pas une anecdote, qui est un vrai sujet de fond lorsque vous décidez de conquérir un marché aux États-Unis, en Asie et en particulier en Chine. C'est un peu compliqué parce qu'on se dit mais comment je fais, comment je comprends cette culture, comment je vais à elle en ayant les bons codes. Et on en parle justement avec Marie-Pierre Dillen-Séguer. Vous êtes spécialiste des arts stratégiques chinois, experte du sujet, fondatrice de Power Spaces. Vous avez beaucoup de clients, on y reviendra, américains. Je vis aux US. Et vous vivez aux US, absolument. Capcode, le Cambridge, la côte Est. c'est pas mal. Il fait aussi froid qu'ici en ce moment. C'est vrai. Enfin, il fait parfois très chaud. En tout cas, revenons à notre sujet, parce que c'est un sujet fondamental. Les arts stratégiques chinois, c'est quoi? Et commençons directement, qu'est-ce qui nous distingue des Chinois? On voit des acteurs économiques qui disent « je suis arrivé dans ce pays et je comprenais rien ». Alors, mis à part la langue, oui. Je pense qu'il faut poser la lecture différente du temps et de l'espace dans la pensée chinoise par rapport à notre manière à nous occidentale. En Occident, le temps est linéaire, logique. Nous pensons, nous agissons parce que nous pensons. En Chine, le temps est cyclique et énergétique. Donc, il représente une force avec laquelle nous allons devoir compenser. Il n'est pas neutre. Mon travail, mon expertise, que ce soit dans les ouvrages ou en mode d'accompagnement, est de nommer les forces temporelles, c'est très surprenant pour nous, de manière à ce que lorsque la réunion a lieu, ce ne soit pas simplement lorsque vous, moi, le bureau est disponible, mais aussi lorsque le temps est au rendez-vous. Donc c'est un des acteurs de l'activité professionnelle. Le temps joue ou pas en notre faveur. Absolument. Nous avons en Occident l'idée, bien, on le dit, être au bon endroit au bon moment. Mais quels sont les codes qui nous permettent d'acter? Donc cette lecture, elle a induit des postures très différentes. L'occidental, je généralise, mais l'occidental, je le vois dans les consultations, a tendance à être impatient. Il veut, donc il peut. Il utilise sa force, il utilise son intelligence, bien sûr, mais nous tombons en mode de frustration rapidement. Alors que lorsque l'on se dit que le temps est une force cyclique et que nous avons à nous tout intérêt à nous couler, à danser avec lui, alors bien évidemment, il faut se rendre compte ou obtenir les informations qui permettent de dire quel est le moment de l'ancien produit. Les choses sont différentes. Et d'ailleurs, en Chine, on ne planifie pas simplement à 3 mois, ni simplement à 5 ans. On est sur du très long terme. 100 ans. Et on le voit même dans la stratégie politique de ce pays. Tout ça est travaillé sur le long terme. Et alors, la Chine actuelle n'a plus officiellement les mêmes règles, les mêmes codes qu'imposaient ces techniques. Mais ça reste dans la culture. Marie-Pierre, quand même, je veux aller conquérir un marché. Les conseils que vous donnez, vous évoquez le rapport au temps, et ça c'est une donnée fondamentale. Dans ma posture, dans ma manière de faire, dans ma manière de négocier, c'est l'art de la guerre, entre autres.
comment je me positionne. Parce que nous, on arrive avec nos codes, on arrive avec nos techniques, j'allais dire. On arrive avec nos codes, on arrive avec notre force, sans visibilité temporelle. Souvent, ce qui se passe, en fait, c'est que nous nous intéressons à ces techniques lorsque nous rencontrons des obstacles. Et que la force, notre intelligence, ne permet pas d'expliquer ce qui se passe. Donc, nous arrivons souvent à nous poser la question du lieu et du moment après avoir épuisé toutes nos techniques qui sont d'ailleurs hyper intéressantes. Alors que c'est l'inverse chez les Chinois. Bien sûr. Le lieu, le moment est un des éléments clés de la négociation. Et d'une autre manière, nous attendons souvent que le problème soit vraiment visible ou que le symptôme soit absolument déclaré. C'est comme pour la médecine. Pour nous en occuper. Donc c'est très mystique, j'allais dire, on parle d'astrologie aussi. C'est vrai qu'il y a un vrai travail aussi sur savoir bien mettre au bon endroit un moment qu'on partage. Absolument. Et quoi que l'on puisse dire, ces techniques sont vraiment sur mesure, très individuelles. Donc on va tenir compte aussi de l'énergie de la personne qui a fondé le projet, pas simplement d'un objectif de profit à court terme. Et business, etc. pur business. Donc il y a tout un travail d'affinage, et le mot simple, c'est le mot d'alignement. Oui. Bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, ce sont des arts martiaux appliqués à l'économie ou à la santé ou au développement, y compris à l'urbanisme. Reconnaissons, vous qui avez un pied aux États-Unis, une très grande connaissance de la Chine et de la France. Enfin, pour nous, c'est un choc thermique quand même. C'est un choc thermique. Alors, moi, ça fait quand même 25 ans que je pratique. Je vois les progrès que nous avons fait, nous permettant d'être plus proches d'une lecture à la fois rationnelle et puis en même temps, ce que je dirais, plus énergétique, plus analogique. Hein. Ce qui m'attriste par moments quand même, c'est que nous y arrivons par l'effet de la douleur et de l'échec. Exactement. Au lieu de nous poser un certain nombre de questions à l'avance. Alors, à l'heure actuelle, nous sommes dans une phase de transition. Pour moi, il y a une nouvelle renaissance qui arrive, où les repères, nous avons perdu nos repères, mais c'est une occasion en or de nous ouvrir, évidemment, non pas à ce que la Chine d'ailleurs fait à l'heure actuelle. J'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix, et ça vaut la peine d'y aller. Bien sûr. Un petit mot quand même avant de découvrir votre livre. Pourquoi les Américains, encore une fois, sont plus en avance, et les entreprises américaines en particulier, en fait des particuliers, il y a le feng shui, c'est-à-dire l'idée d'organiser un espace, mais appliqué à l'entreprise. Pourquoi les Américains sont en avance ? Ce que je vois de très commun entre la Chine et les États-Unis, c'est le côté pragmatique. It works, we go. It doesn't work, bon. Donc, en fait, cette capacité à tenter une approche complémentaire, parce que tout ce que j'enseigne, tout ce que je transmets, tout ce que je peux écrire, ne dit pas de lâcher notre intelligence, de lâcher notre capacité occidentale de penser, de planifier, de raisonner. Elle dit simplement d'acquérir en plus des forces de présence, d'attention à l'instant, hein, et puis des forces de souplesse. Alors, à l'heure actuelle, il y a un mot qui commence à venir, qui est le mot d'agilité. Oui, on en parle beaucoup sur ce plateau. Ça devient la tarte à la crème, on pourrait dire. C'est vrai. C'est une bonne chose, donc ça, c'est un progrès. Mais c'est un... C'est d'inspiration, d'ailleurs, de la théorie que vous développez, l'agilité. Et puis, de la réalité dans une posture de survie. Bien sûr, bien sûr. Et donc, mon propos, il est aussi de dire que la vie, que ce soit économique, en entreprise ou personnelle, n'est pas d'une question de survie. La vie peut être joyeuse, y compris au sein de nos entreprises. Alors là, Quel bonheur de vous entendre. Mais bon, mais dès lors que nous modifions nos postures, en investissant davantage sur la question aussi des talents individuels, puisque la qualité, la vitalité d'une société est l'agrégat des vitalités individuelles. Évidemment, donc faire émerger ces talents, les reconnaître. Absolument. Et les accompagner, qui est le débat d'ailleurs des 6 derniers mois, de la dernière année post-Covid. Et donc là maintenant on y est, donc malheureusement il a fallu passer par le trauma, on pourrait dire, du Covid, mais quand on regarde sur le long terme, on voit aussi l'intérêt de mouvements de fond qui appellent à notre discernement et à un changement de posture. Et nous sommes en mouvement.
j'ai confiance dans notre capacité humaine de résoudre les problèmes collectifs que nous avons créés, qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse de la biodiversité, et puis aussi, on voit aussi des flux migratoires, on voit de nouvelles formes qui émergent. La difficulté à l'heure actuelle, c'est que c'est encore flou. C'est émergent. On est encore dans les, encore dans les brumes. Nous avons du mal avec la transition et l'émergent. Vous êtes passionnante. Ce bel optimisme nous fait du bien dans ce contexte un peu évidemment gris. Je suis alignée, je pratique ce que je... Exactement, vous êtes totalement alignée dans un climat qui, on le reconnaît qu'il n'est pas évidemment beaucoup ces dernières semaines. Merci Marie-Pierre Dylan-Seguer. Le feu intérieur, c'est un très joli titre par ailleurs. C'est votre livre 23 pratiques quotidiennes pour libérer votre vitalité. C'est sorti chez Robert Laffont. C'est l'essentiel. Et il y a des podcasts. Écoutez donc Marie-Pierre Dylan-Seguer. Ça va vous redonner la pêche. Merci de nous avoir rendu visite. Doit-on tout dire? Tiens, ça c'est un sujet philo, et c'est Smart Philo, ça tombe très bien. C'est compliqué de pouvoir tout dire en entreprise. On en parle avec Xavier Pavie. Smart Philo, doit-on tout dire? On commençait d'ailleurs à évoquer le sujet avec Xavier Pavie sur le plateau. Bonjour Xavier, philosophe, bonjour. Professeur à l'ESSEC, directeur d'imagination, avec cette question alors vraiment fondamentale. D'ailleurs avec les enfants, on dit souvent aux enfants qui sont souvent très nature, on ne peut pas tout dire, il y a des choses que tu dois garder pour toi. C'est pareil, cette question est posée aux adultes en entreprise. Doit-on tout dire? Est-ce qu'on doit toujours tout dire? C'est un peu des règles de bonne conduite, parce qu'effectivement, par rapport à l'hypocrisie ou par rapport au mensonge, il est évident qu'on veut essayer de dire la vérité, on veut être honnête, c'est le but. Néanmoins, que celui qui n'a jamais abusé un petit peu d'hypocrisie ou de mensonge me jette la première pierre, parce qu'on a toujours essayé de le faire. Parce qu'on ne veut pas blesser, parce que ça nous arrange, mais on essaye toujours, effectivement, justement, de ne pas tout dire. Mais qu'est-ce que voudrait dire tout? Parce que le fond, et là, ça impacte le philosophe. À quel moment on dit tout, vraiment? C'est très complexe, cette idée-là. Oui, alors dans l'Antiquité, ça s'appelait être parésiaste, et ce qu'on appelle la parésia, c'est de tout dire. De l'Antiquité, globalement, jusqu'au christianisme, c'est le dire vrai, c'est le franc-parler. Et tout ça, ça va effectivement être un principe important dans la formation des disciples par le maître qui va dire qu'il faut tout dire. Alors Platon veut mettre ça en exergue, il veut mettre ça en pratique. Donc il va voir, c'est un moment célèbre de l'histoire de la philosophie, il va voir le tyran de Syracuse et lui dit deux choses. Un, il faut être très courageux en effet pour être un tyran, mais il est mieux d'avoir une vie juste qu'une vie injuste. Le tyran le prend pour lui, ça ne lui plaît pas, il essaye de le tuer, ça ne fonctionne pas, il le vend comme esclave. Donc globalement, ce que vous nous dites, c'est à travers l'Antiquité, enfin en tout cas les textes de l'Antiquité, ça ne nous encourage pas à pratiquer le dire vrai, pour ne pas dire le mentir vrai d'Aragon. Oui, exactement. En fait, c'est parce que ça comporte des risques. Dire vrai comporte des risques, c'est-à-dire comment est-ce que moi, je vais avoir ce que Michel Foucault avait appelé le courage de la vérité, c'est-à-dire je vais effectivement le dire, mais le courage de la vérité, c'est aussi le courage d'entendre la vérité. Et donc que l'on soit le locuteur ou que l'on soit l'auditeur, les deux doivent faire preuve d'un courage de la vérité vis-à-vis du risque que je prends à dire, vis-à-vis du risque que je prends à entendre. Dans les entreprises, c'est quand même, là on peut le dire, parce que je mets de côté la com, les éléments de langage, mais c'est quand même le royaume du non-dit. On le voit dans des réunions, on fait des longues réunions, il n'en sort rien, on se dit rien. Oui, et vous le dites avec pudeur, si je peux me permettre, Arnaud, parce qu'on appelle ça être politique. C'est-à-dire, il ne a pas tout dit, etc. Il est un peu hypocrite. On peut se dire, est-ce que l'on fait carrière en étant plus honnête ou est-ce qu'en étant plus hypocrite? Selon votre carrière, vous allez avoir la réponse. Mais la question est évidemment importante parce que dans le domaine professionnel, la question n'est pas blessé ou pas blessé. Puisqu'on n'est pas embauché pour ça, on est embauché pour avoir la vérité. C'est-à-dire vers où on va ensemble pour essayer de réussir. Et bien là, c'est la même chose que pour le tyran, finalement. Est-ce que l'on veut entendre la vérité ou pas? Si vous dites à votre chef qu'il est stupide, ça va mal se passer. Si vous dites à votre chef... Ce qui est peut-être faux, d'ailleurs. Ce qui est peut-être... Mais vous avez parfaitement raison, parce qu'avec Platon, on nous dit bien être parésiaste. Ce n'est pas forcément avoir raison. C'est le fait, tout simplement, de dire la confrontation. Dire la confrontation... Parce que tout dire ne veut pas dire la vérité. Ça ne veut pas dire tout dire la vérité. Non. Par contre, pour revenir sur le point de l'entreprise, ensemble, on cherche la vérité. Donc, on doit être capable d'accepter, d'entendre, et donc de ne pas être susceptible. Après, j'en fais ce que j'en veux. Mais par contre, je dois clairement entendre cette dimension qui m'est dit par quelqu'un, et lui, il a dit vrai en fonction de ce qu'il a pensé. On en arrive à cette problématique. Il y a tout dire, et puis il y a parler vrai. Là, on évolue. C'est-à-dire qu'on chemine vers l'idée que les propos que je tiens s'approcheraient de la vérité.
Oui, ce qui est en fait recherché, c'est pas est-ce que oui ou non c'est de l'honnêteté, de la malhonnêteté, du mensonge ou de l'hypocrisie. Ce qu'il faut chercher, c'est l'authenticité. Et c'est ce point-là qui est le plus important et qui est recherché, notamment par les Grecs, et ce qui peut être recherché en entreprise. On vous demande d'être authentique. Si on est authentique, c'est-à-dire qu'on est en accord avec soi-même, on ne cherche pas l'hypocrisie, le mensonge ou autre chose. On cherche à dire vrai. Et donc l'authenticité, c'est ce que l'on va rechercher dans une relation cordiale et une relation qui va chercher ensemble la vérité. Donc ça veut dire qu'il faut quand même, malgré tout, peser ses mots au trébuchet. C'est-à-dire, tout dire, ce n'est pas parler vrai. Il y a une nuance. Tout dire n'est pas parler vrai. Tout dire n'est pas parler vrai parce que l'on va prendre en compte l'interlocuteur. Je le dis rapidement. Dans l'Antiquité, on cherchait les dialogues en n'ayant jamais raison l'un sur l'autre, mais avoir raison ensemble. Pour avoir raison ensemble, on va être effectivement dans le dire vrai, dans le tout dire, on va être dans l'authenticité pour essayer de comprendre l'autre, que l'autre puisse me comprendre et ne jamais avoir raison l'un sur l'autre, mais ensemble. Les dialogues de Platon en sont pleins. Dans les dialogues de Platon, vous n'avez jamais Socrate qui va imposer. Il va questionner, comprendre. C'est sa technique d'ailleurs. C'est sa technique, la maïotique. Et ensemble, ils vont cheminer pour essayer d'atteindre le vrai. Eh bien, en entreprise, c'est probablement ce qu'il faudrait essayer de faire. Essayer d'avoir un dialogue où on n'a pas raison l'un sur l'autre, mais avoir raison ensemble. Donc ce qui abattrait et ferait tomber les règles hiérarchiques, puisque là-dessus s'impose aussi la règle hiérarchique, qui fait qu'on se sent embarrassé de pouvoir interpeller son N+1. Bien sûr, la hiérarchie ne fonctionne pas dans cette méthode de dire est-ce que oui ou non, j'ai peur du chef ou pas. C'est la vérité qui compte. C'est la vérité. Ou la réussite de l'entreprise. Absolument. Dans un dessein commun. C'est l'authenticité ensemble. C'est très clair. Merci de nous avoir rendu visite. Je signale votre cours et vos conférences au Collège international de philosophie. La prochaine, ça sera le 23 février. Je ne sais pas sur quel thème, mais vous allez peut-être nous le dire. C'est la philosophie critique de l'innovation dans laquelle on est en train de construire un appareil entre responsabilité et spiritualité pour les innovateurs. Les innovateurs. Innovation dont vous nous aviez parlé sur ce plateau il y a quelques semaines maintenant. Merci Xavier Pavie d'être venu nous rendre visite. Vous êtes prof de philosophie, philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur d'imagination. Merci de nous avoir éclairé. J'espère que j'ai tout dit. Enfin, j'espère que j'ai parlé vrai en tout cas. Absolument. Vous êtes authentique, Arnaud. J'espère l'être. On fait une courte pause. On va parler d'un sujet évidemment qui est au cœur de l'actualité. Tout le monde en parle, la réforme des retraites. Le débat parlementaire a commencé avec des concessions faites par la Première ministre, notamment sur les carrières longues. Ça va coûter 600 millions. Où va-t-on exactement avec des réformes de retraite? N'est-ce pas un rapport un peu distordu ou complexe avec le travail? Au-delà de ce débat politique, on en parle avec mes invités et c'est dans le cercle RH. Le cercle RH est un sujet dans l'actualité, mais qui impacte directement évidemment les salariés, l'emploi, la réforme des retraites. Alors le débat parlementaire a commencé, ça a démarré sur les chapeaux de roue, débat houleux dans l'hémicycle, et puis la rue évidemment maintient la mobilisation le 7, c'était hier, et le 11, un samedi, pour permettre aux manifestants, à ceux qui travaillent, de pouvoir aller dans la rue. Quel est le fond même de cette réforme? On va essayer d'y voir un peu clair et d'expertiser ce sujet avec mes invités. Nathalie Hannet, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage. Vous venez régulièrement sur notre plateau parce qu'il y a un vrai sujet. On parle évidemment des salariés, mais finalement un peu moins des demandeurs d'emploi et des seniors, parce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez au sein de l'association. Sylvain Bersinger, merci d'être là, Sylvain. Économiste chez Asterès, on lit avec beaucoup d'intérêt vos notes de conjoncture qui nous arrivent très régulièrement, avec une note d'ailleurs sur l'impact économique de ces grèves. Et bon, on va faire redescendre un peu le soufflet dans quelques instants, parce que l'impact est assez mineur, selon votre étude et votre livre, Les entrepreneuses de légende, un livre à lire. Voilà, on découvre la couve que vous avez écrit il y a quelques mois. Et puis avec nous, Antoine Fouché. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes président de Quintet, qui est un cabinet de conseil. Et puis auparavant, et c'est aussi un peu la raison pour laquelle vous êtes ici avec nous, ancien DIRCAB, directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, qui était la ministre du Travail, qui s'est exprimé dans la presse, là, qui a égrené des prises de position un peu orthogonales. Tiens, je vous donne la parole. Vous étiez plutôt sur la ligne Muriel Pénicaud, qui disait, attendez, il y a quand même certains sujets sur lesquels le gouvernement, il y a quelques angles morts, les seniors, les femmes, enfin, elle était un peu critique quand même.
Alors, c'était surtout sur le compte personnel de formation qu'elle a été critique. Et sur la retraite, elle a dit ce que beaucoup de gens disent, qui est que le sujet du travail est central dans tout sujet de réforme des retraites et qu'il faut sans doute accorder davantage d'attention à ce sujet-là. Mais c'est ce dont on va parler maintenant. Justement, je vous pose la question à vous trois. Est-ce qu'on n'a pas un problème en France quand on va voir le taux d'emploi des seniors? Ça a progressé, mais il reste largement en dessous de la moyenne européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, dans tous les débats que l'on fait sur ce plateau, on nous dit que les salariés ont un rapport de plus en plus compliqué au travail, dans la relation au CDI, dans la relation aux liens de subordination? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre, en plus d'une réforme très politique qui cristallise des tensions politiques, un débat plus philosophique sur notre rapport au travail? Oui, alors peut-être un peu. C'est vrai qu'avec le Covid, on a vu quand même une hausse des démissions assez nette, qu'on a clairement vu dans les chiffres. Alors, ce qui ne veut pas dire que les gens ne veulent plus travailler, parce que le taux d'emploi, alors vous avez dit le taux d'emploi des seniors a augmenté, le taux d'emploi de l'ensemble de la population n'a jamais été aussi élevé. C'est vrai. Donc il ne faut pas dire que les gens ne veulent plus travailler, puisque les créations d'emplois sont très dynamiques, et le taux d'emploi augmente. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, peut-être, là, on n'a pas encore, je pense, le recul suffisant pour avoir des certitudes. C'est votre édito dans le Figaro d'ailleurs, sur la flemme. Oui, alors, mais je pense plus que la flemme, c'est que des gens se sont dit, mais en fait, ils ont été obligés de s'arrêter pendant le Covid, enfin, pas tous, mais enfin beaucoup de gens. Et ils ont ouvert les yeux. Et voilà, ils se sont dit, mais en fait, ça fait 20 ans, 30 ans que je fais un boulot que j'aime pas, je vais peut-être le faire pendant encore 20 ans, 30 ans ou 32 ans s'il y a une réforme, enfin voilà. Et il y a eu, je pense... Mais pourquoi ? Il se pose le pourquoi. Je veux bien travailler plus longtemps, pourquoi pas, mais pourquoi faire ? C'est le sens du travail. Je pense que c'est pas tant que les gens ne veulent pas travailler, c'est qu'ils veulent un travail qui ait plus de sens, en fait. Ce qui n'est pas la même chose. Vous êtes d'accord avec ça ? Parce que c'est un débat que vous aviez, j'imagine, quand vous étiez aux côtés de la ministre. Enfin, c'est bien de faire des réformes où on nous dit qu'il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses. Enfin, tout le monde a compris à peu près l'esprit. Mais pourquoi faire ? Non, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas d'épidémie de flemme en France, pour les raisons qui ont été invoquées. Et vous donnez les chiffres. On n'a jamais autant travaillé dans notre pays depuis que l'INSEE mesure le taux d'emploi en 1975. Donc jamais la France n'a été autant au travail depuis 2 générations. Donc il faut arrêter stabilisé avec à 1600 heures, ça se stabilise si j'ai bien compris. Alors il y a 2 choses. Il y a le nombre de gens qui travaillent, et là avec 68,3%. Il n'y a jamais eu autant de Français au travail en proportion. Voilà. Et en valeur absolue évidemment, parce que la population augmente. Et par ailleurs, la durée du travail a arrêté de baisser depuis environ 20 ans. Donc en fait, les gens qui travaillent aujourd'hui, en France, on n'a jamais été aussi nombreux à travailler. Et pour la première fois, on ne travaille pas moins que nos parents. Tous nos parents ont travaillé moins que nos grands-parents, qui ont travaillé moins que nos arrière-grands-parents, etc. Ça s'est arrêté. Ça, c'est la première fois que ça s'arrête depuis 20 ans. Donc c'est la spécificité de la situation dans laquelle on est. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le sens du travail. Alors, je le lirai à peut-être d'autres choses. C'est que, à une considération peut-être plus philosophique, c'est que majoritairement ou très majoritairement, on ne croit plus ni à une vie après la mort, ni à une fin de l'histoire. Dieu est mort, vive le Prozac, c'est ce débat on peut le qui est dire comme posé. ça, mais il y a pas donc on est condamné à vivre dans notre temps, c'est-à-dire une démocratie libérale et capitaliste, et ce qui reste, puisqu'il n'y a pas d'alternative, ce qui reste, c'est au moins ici et maintenant un travail qui ait du sens. Du sens, et aussi que je puisse profiter. Oui, mais profiter, ça veut pas dire. Profiter, ça veut pas dire ne pas travailler. Là, il y a un énorme contresens. On a besoin de travailler, sinon on se sent exclu, isolé. Pour l'immense majorité d'entre nous, c'est évidemment l'accès. On a besoin de travailler, mais un travail qui ait du sens, c'est-à-dire en fait qui contribue au bien commun. La présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage, comment vous la regardez cette réforme à l'aune de ce qu'on se dit? Parce qu'il y a le débat du travail. On n'a jamais autant travaillé. Ce sont des chiffres de l'INSEE. Pas vos chiffres, et en même temps on a le sentiment que la qualité du travail s'est dégradée quand on voit les burn-out, les dépressions des salariés qui démissionnent, de ceux qui disent qu'ils se sentent mal dans leur emploi, que leurs relations au travail se sont dégradées. Enfin, c'est de votre fenêtre, ça doit vous faire bondir. En fait, ce que disait Antoine Fouché à l'instant est exact. On n'a jamais autant travaillé, mais du coup, les gens arrivent à l'âge d'être seniors aujourd'hui, fatigués. Beaucoup plus fatigués qu'ils n'ont été avant parce qu'ils travaillent énormément. Et de ce fait-là, l'ambition aujourd'hui devrait être de comment on aménage, comment on propose des fins de carrière à tous ceux que la vie professionnelle a pu user ou tous ceux qui connaissent des problèmes de santé et qui sont usés par ce fait-là. Comment on arrive aussi mentalement à se représenter ce moment de la vie professionnelle comme étant pas une déchéance parce qu'on a moins de ressources, moins d'énergie pour travailler. Enfin, c'est un serpent de mer, le débat des seniors, parce que à chaque réforme, on évoque cette question des seniors sans le résoudre, parce que dans les bureaux des DRH, vous avez des seniors qui vous disent, des salariés qui disent aux DRH, moi j'en peux plus, quoi. Libère-moi, je suis au bout.
C'est ça la réalité. Alors, quelle est la poule et l'œuf? On a quand même pendant des années et encore aujourd'hui proposé des plans de départ anticipés qui visent en priorité les plus âgés parce que ce sont ceux qui sont les plus payés. Alors là, il y a une étude qui était sortie qui indiquait 17% d'écart entre les revenus des 55-64 ans et les revenus de la tranche 25-54. On va parler des femmes, on parle des seniors, restons sur les seniors. On résout le problème, parce que c'est une des questions qu'on pose. Est-ce que c'est la clé ou la solution, ce débat des seniors, de résoudre ce débat? Alors, il est sur la table un index, l'idée qu'on oblige l'entreprise de plus de 50 salariés, enfin, tout ça est une proposition. Le débat dans l'Assemblée aura lieu, mais on oblige l'entreprise à remplir cet index, à se soumettre à des règles, tout en l'obligeant, faut-il le préciser, à embaucher des jeunes, au passage. Oui, alors, au même moment. Là, je crois que ça concerne surtout aussi des grandes entreprises, parce que l'organisation du travail n'est pas forcément la même, selon que vous soyez dans une grande multinationale ou un petit cabinet comme Asterès ou d'autres PME. Et la relation, je pense, au travail et aux seniors n'est pas la même. Si c'est une petite PME et que vous avez un salarié très qualifié qui est senior et qui est indispensable, de toute façon, vous allez le garder. Vous n'allez pas lui dire fais une retraite anticipée parce que vous avez besoin de ce salarié. Donc je pense qu'il faudrait, il faut voir les choses, je pense, différemment selon qu'on parle de la PME ou du grand groupe. Je suis assez d'accord. Juste quelques chiffres, ça va vous intéresser, Antoine. Taux de chômage des seniors, 5,2 chez les 50-54, 6 points chez les 55-60. Je ne sais pas si vous partagez les mêmes chiffres, source d'ARES, et 6,9 chez les 60-64 ans. En un mot, ceux qui arrivent pour libérer leurs droits et accéder à la retraite n'arrivent pas en emploi. Ils arrivent en invalidité ou au chômage. Les projections, c'est moitié, plus 300 000 emplois et plus 200 000 ni en emploi ni à la retraite. D'accord. Il y en a une personne sur deux qui liquide sa retraite, qui est en emploi, une sur deux qui, par définition, du coup, n'est pas en emploi. Mais ce qui est intéressant dans tous les chiffres que vous avez montrés, je trouve, c'est qu'ils sont tous inférieurs au chômage moyen de la population. Tout à fait. Et donc c'est ça la spécificité aussi du chômage des seniors, c'est que les seniors sont moins au chômage que le reste de la population, mais quand ils y sont, ils y restent. Et très longtemps. Et donc c'est ça, ils y restent jusqu'à la retraite. Et donc c'est ça la difficulté, mais ça rejoint tout à fait ce que disait Nathalie Hannet tout à l'heure, c'est que à un moment donné, il peut y avoir, et quelle est la poule, quelle est l'œuf, une forme d'accord plus ou moins tacite, plus ou moins voulu, pour que il y a une forme de pré-retraite, un peu payée par la boîte quand elle a... Et un peu par l'État. Et un peu par l'État, c'est-à-dire l'UNEDIC en fait. Il y a un mécanisme qui est peu connu, mais à partir de 59 ans, quand vous êtes au chômage et que vous êtes senior, donc vous avez droit à 3 ans. Si vous êtes encore au chômage à 62 ans, vous êtes accompagné jusqu'à 67 ans. 67 ans. Jusqu'à 67 ans pour avoir le taux plein avec l'UNEDIC. Donc vous faites 8 ans d'UNEDIC et ensuite vous passez à la retraite au chômage. Aujourd'hui, c'est un système dont le gouvernement a dit auquel le gouvernement voulait toucher. Mais c'est un système et on voit bien, et on est tous complices en fait. Donc, attendez, vous dites DRH, salariés, État. Mais vous dites une chose essentielle, c'est que si à l'Assemblée nationale, il n'y a pas ce débat qui est posé et qu'on ne supprime pas cette mesure, mais on ne réussira jamais à embarquer les seniors à l'emploi. Elle est déjà déportée du fait de la réduction de la durée d'indemnisation, 25%. Donc il y a déjà une décote, ça s'arrête à... La fameuse décote. Et par ailleurs, si effectivement l'âge passe de 62 à 64 ans, c'est non plus à 59 ans, mais à 61 et 9 mois, 61 ans et 9 mois, que l'on pourra ouvrir éventuellement ce dispositif. Il y a des conditions qui sont assez importantes. Il faut avoir été au chômage depuis la dernière année, avoir travaillé X temps dans les 10 dernières années. Il y a des alinéas en bas du contrat, C'est destiné quand même à des gens qui ont été beaucoup en emploi et ceux qui sont les plus précaires sur le marché du travail y échappent. Pierre Ferracci, juste ce mot, qui est le patron du groupe Alpha, qui a une vision un peu globale quand même sur le sujet, qui c'est 40 ans qu'il fréquente et qu'il vise dialogue social. Décaler l'âge de la retraite prolongera le sas de précarité des seniors à 60 ans. Donc il dit finalement c'est pas un bon calcul de décaler. En tout cas, il n'y est pas favorable. Un petit mot, parce que je ne voudrais pas qu'on se quitte avant que vous nous parliez quand même de cette étude, puisqu'on va basculer sur les femmes, où Bruno Le Maire a dit récemment sur une radio, égalité homme-femme, il n'y a pas de raison de faire un régime particulier pour les femmes, suite à au petit mot maladroit de Franck Riester, où il avait dit, les femmes seront un peu plus impactées par cette réforme. Depuis, le ministre de l'économie confirme. Le coût de ces grèves, parce que quand même, l'air de rien, ça va commencer à cuber, comme on dit, elles ont un impact réellement? Vous avez fait une étude sur cet impact des grèves. Oui ou non, il y a un impact? Alors, on a plus compilé les études existantes dans une note, mais en fait, macroéconomiquement, on peut dire qu'il n'y a pas d'impact.
Il faudrait vraiment qu'il y ait des grèves très importantes, type mai 68, c'est-à-dire vraiment le pays bloqué par des grèves, toutes les unes bloquées. Donc là, le gouvernement peut laisser regarder passer les manifestants sans trop se préoccuper de la D'un point de vue macroéconomique, je ne dis pas qu'il y a D'accord. tout un tas d'autres sujets, mais c'est pas la première fois qu'on a des grèves sur les retraites ou autres, des manifestations, des grèves dans les transports. On en a eu c'est le 95, Oui, même 95, 2017, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un impact sur le PIB trimestriel d'à peu près 0,1 point quand il y a des grèves type 95, donc c'est quand même des grèves pendant plusieurs très semaines. importante. Et après, ça rebondit le trimestre d'après. Et c'est ça qui est très important. Mais 68, il y a eu un plongeon du PIB au deuxième trimestre d'à peu près 5%. C'est très grand, hein. C'est un type, C'est gigantesque. type confinement, hein, pratiquement. Ouais. Mais il a rebondi de 8% au troisième trimestre. Et quand vous regardez les chiffres annuels, vous ne voyez absolument pas mai 68. D'accord, ça Donc, c'est en sur le fait, plan économique, parce qu'il sur y, le a le débat politique voilà. évidemment qui est posé. Un mot sur les femmes et même plusieurs, parce que vous vous rappelez, on reprend l'histoire, Franck Riester dit bah oui, les femmes seront plus impactées. Là, le ministre du Travail dit l'égalité au travail entre les femmes et les hommes est un grand combat, il doit continuer à être livré, mais ce n'est pas le combat de la réforme des retraites. Elle doit nous amener tous à travailler plus longtemps pour garantir la stabilité de notre régime. Voilà comment le ministre de l'économie essaie de balayer d'un revers de main ce débat. Il y a un débat quand même sur cette difficulté des femmes, la maternité, des carrières hachées, des emplois précaires, des multi-emplois. C'est la réalité de beaucoup de femmes. Alors, si vous permettez, je vais vous lire un verbatim, parce qu'on est en train de réaliser une enquête auprès des seniors, qu'on fait passer avec d'autres associations partenaires et qui est sur LinkedIn. J'en profite si certains d'entre vous nous écoutent et ont vu passer l'enquête. C'est une femme qui nous dit « Merci de nous donner la parole. Certaines entreprises se débarrassent honteusement des seniors pour les remplacer par les salaires moins chers des jeunes forcément plus malléables. Le pire, c'est que ces comportements sont l'œuvre de boomers masculins qui se protègent clairement entre eux, aux dépens souvent des femmes. » D'accord, donc il y a beaucoup de choses dans ce qu'elle dit, une forme de patriarcat des hommes qui ont le pouvoir. Donc ça bouge l'entreprise, mais pas aussi vite que cela, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Et on se débarrasse comme des Kleenex de femmes, et là c'est une femme qui s'exprime. C'est une femme. Cette question des femmes quand même, parce que là il y a quand même un effort fait par le gouvernement, c'était dans les colonnes du JDD, la première ministre avait dit on ne touche pas aux carrières longues, puis là dans le JDD elle dit si, on va faire un effort, ceux qui ont cotisé je crois 5 trimestres avant 20 ans, pourront bénéficier d'un départ avancé à 63 ans à la retraite, si je lis bien les propos. Il y a un sujet sur les femmes, c'est un sujet fondamental quand même. Oui, il y a un sujet fondamental, mais qui est, on voit bien qu'il est impossible à résoudre parce que enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Hein. Oui, mais il est complexe. Sur ce sujet-là, il faut faire toujours très attention à ce qu'on dit. Mais si on pose la question de la justice, on voit bien, étude d'impact du gouvernement, les femmes vont travailler plus que les hommes. Enfin, la réforme va faire que les femmes, en moyenne, vont travailler plus. C'est factuel. Mais oui. Riester, il dit juste la vérité quand il dit ça. Il dit la vérité. Il dit juste la vérité et c'est la vérité du document du gouvernement. C'est le débat philo qu'on Mais avait juste avant. Après, une fois qu'on a dit ça, on regarde aussi le sujet, par exemple, de l'espérance de vie après la retraite, qui est largement supérieur pour les femmes que pour les hommes. Et donc, où est la justice ? C'est de vivre plus longtemps après la retraite ou c'est de travailler plus avant ? On voit bien que c'est insoluble et donc il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'une réforme qui donne à chacun. Je pense que c'est pas une question de sexe, c'est une question individuelle. Dans notre époque, en tout cas, c'est une question individuelle, donner à chacun les moyens et la visibilité sur sa retraite pour qu'il puisse organiser sa vie professionnelle. Et c'est ça qui est attendu, à mon avis, par l'ensemble du pays. Et c'est pour ça que la réforme... C'est la retraite à la carte, c'est la réforme systémique. Bah oui, mais qui n'est pas faite. Et c'est pour ça que... Oui, mais on la refera un jour. Mais oui, de parce fait. que là, on voit il faut bien choisir. que quand on essaye de corriger une injustice, on en recrée une autre. Exact. Parce qu'avec 42 régimes et 13 régimes de pension de réversion, on ne peut pas faire autrement. Donc il faut poser le stylo, remettre les choses à plat et construire un régime transparent qui corresponde au contrat social du 21e siècle. Là, vous posez effectivement le sujet, mais qui n'est, je le redis, pas posé dans la réforme des retraites qui sera débattue dans l'hémicycle. On est bien d'accord. Je pense que du coup, c'est très difficile et même si ça va faire plus d'emplois des seniors et un peu équilibrer les finances publiques, c'est... hyper difficile de faire admettre ça au pays. L'économiste que vous êtes, parce que ça c'est peut-être une étude que vous êtes en train de préparer, ou vous aussi, parce que chacun prépare ses études, c'est de se dire que tout ça pour ça, parce qu'on est en train de nous dire il faut rajouter presque 800 millions, peut-être 1 milliard, et puis il y a la pression des LR qui explique qu'il faut rajouter ceci. À la fin, on va faire aucune économie, cette réforme va coûter plus cher qu'elle va rapporter. Enfin, économiquement, on est vraiment sur une ligne de crête là.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. En fait, c'est vraiment un débat qui est très compliqué quand on essaie de regarder un peu les chiffres, de dire est-ce que ça profite plutôt à un tel, à un tel. On retombe tellement sur des spécificités, les hommes, les femmes, la pénibilité, le ceci, le cela. J'ai été fonctionnaire tant d'années. Enfin, moi comme on dit, économiste, mais c'est vraiment un casse-tête. Et même en tant qu'économiste, on s'y perd. Mais vous parliez des études d'Asterès. J'en profite pour mentionner une étude faite par un de mes collègues qui s'est projetée à long terme pour se demander. Bon, l'espérance de vie va probablement augmenter avec l'amélioration de la santé, qui se demandait jusqu'à quel âge il faudrait peut-être travailler demain, avec différents scénarios selon la hausse de l'espérance de vie, les gains de productivité, etc. Enfin, je n'ouvre pas, Sylvain, la question de vivre, mais en quel état, dans quel état de santé, sûr, je m'autorise. C'est le débat des EHPAD et de la fin de vie, la grande vieillesse. Après, il faut voir, selon les hypothèses d'espérance de vie, la part en bonne santé, la part en... C'est tout le sujet, parce qu'ensuite, c'est un coût pour la collectivité. Un dernier mot, enfin, comment vous réussissez à aiguillonner les députés, parce que le débat a lieu à l'Assemblée. Ça paraît orthogonal qu'une association qui accompagne les demandeurs d'emploi intervienne, mais c'est directement lié, parce que Arnaud Montebourg disait, mais il faut donner plus de travail à ceux qui n'en ont pas qu'à ceux qui en ont déjà beaucoup et qui ont parfois un peu de mal à le faire. Notre projet, c'est une équation intéressante. À la fin mars, d'exposer ce qui va ressortir de cette sollicitation, de cette étude qu'on a faite auprès de seniors qui sont en situation de recherche d'emploi. Mais peut-être juste un mot quand même. Si on regarde autour de nous, la Finlande, avant de faire sa réforme des retraites... 5 ans. Elle a fait la réforme de la formation en améliorant la formation des seniors et des dirigeants. Il me semble que peut-être ça pourrait être une bonne idée que de travailler sur cette dimension-là. 5 ans de dialogue social avant de réaliser la fameuse réforme des retraites, ce modèle nordique, c'est ce que d'ailleurs répète souvent le patron du groupe Alpha, Pierre Ferracci, 5 ans de dialogue social. Merci à vous trois de nous avoir éclairés. Le débat a lieu dans l'hémicycle et puis il se prolonge dans la rue. Ce sera samedi pour un nouveau round de manifestations partout en France. Mais on voit que la complexité du sujet n'est pas réglée, peut-être même d'ailleurs à l'issue du vote de ce texte. C'est un vrai sujet. Merci Antoine Fouché. C'est ça le pire, c'est qu'on va y revenir. De toute façon, que ça passe pas, ça n'aura rien réglé. C'est ça. Eh bien écoutez, on va suivre ce dossier de très près en vue de la prochaine réforme. Merci président de Quintet, ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud. Merci à Nathalie Annette, je l'ai bien prononcé. Et non. Et c'est Année. Oui. Et bien voilà. C'est une chance sur deux. C'est une chance sur deux. C'était un 50-50. Présidente. On dit un poulet, pas un poulet. Mais bien sûr, Année, présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage. Et puis Sylvain Bersinger et ses études de conjoncture avec tous ses collègues économistes chez Asterès. Et ce livre, Les entrepreneuses de légende, c'était votre dernier livre. Merci à vous trois de nous avoir éclairés, d'avoir expertisé ce dossier un peu au-delà des polémiques politiques qui animent l'hémicycle. Tout de suite, eh bien justement, on termine avec Fenêtre sur l'emploi. Et Julien Breuil, ça tombe bien, nous parle du taux d'emploi et de l'emploi des seniors. Ça tombe bien. Fenêtre sur l'emploi, ça tombe très bien. On va parler avec Julien Breuil, justement, du marché de l'emploi des seniors. Bonjour Julien. Bonjour. Directeur des relations entreprises chez EDC Business School. Et alors, vous nous compilez aussi des études, l'INSEE, la DARES. Enfin, vous faites un travail important sur justement cette question du marché de l'emploi à l'heure de la retraite à 65 ans. Ben, maintenant, c'est 64. Il faut que je gomme. Est-ce que aujourd'hui, et selon votre étude, est-ce que les seniors ont envie de retraite plus précoce ou est-ce qu'ils ont envie de travailler plus longtemps déjà ? Alors vraisemblablement, ils ont plutôt envie de ne pas travailler jusqu'à 65 ans. Alors après, il peut y avoir plein de cas de figure différents. Je pense que ça c'est confronté à une réalité que la plupart des salariés, ou en tout cas des cadres, peuvent, notamment dans cette étude-là, peuvent vivre lorsqu'ils sont en entreprise. C'est la perception, effectivement, de leur statut en tant que junior, expérimenté par exemple, ou senior. Or, on voit bien que dans la plupart des entreprises, d'après différentes études qu'on a pu voir, l'âge moyen auquel on est considéré comme senior, c'est 45 ans. 45, ouais. Soit à peu près au milieu de sa carrière. 76% des Français considèrent que 62 ans, et là c'est 45 ans, mais 62 ans, c'est l'âge, le bon âge pour partir. Alors, 62 ans apparaît comme le bon âge, ce qui est assez, j'allais dire, non pas surprenant, mais par rapport à la réforme en cours, ce qui est marquant comme chiffre. Et ce qui est intéressant surtout, c'est les moins de 35 ans. C'est-à-dire que les moins de 35 ans vous disent, l'âge idéal, ça serait 59 ans.
Donc Ça, c'est incroyable. Donc ça, c'est incroyable. C'est une étude IFOP qui avait été menée en 2022. Alors on pourrait se dire, ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de travailler déjà jusqu'à l'âge légal, puis maintenant sur un âge encore plus avancé. Bon, après, effectivement, en fonction des lois qui sont votées, l'âge sans doute sera décalé en fonction aussi du fait que moins de 35, plus 40 et ainsi de suite. Mais en tout cas, à date, on voit bien que l'âge annoncé de la retraite à 65 ou 64 ans, c'est pas celui qui est désiré par les salariés et de manière générale par les cadres. Il y a la réforme Touraine, avant même cette réforme, c'est 43 annuités, donc on met 35 plus 43, ce qui fait 68. Voilà, donc là c'est réglé. Le marché de l'emploi, il est quand même moins bénéfique aux seniors. Ah bah clairement, globalement. On l'a souvent abordé d'ailleurs ensemble dans cette émission, la mobilité, notamment, alors on va se concentrer plus sur le marché des cadres, mais la mobilité des cadres, elle est plutôt sur les profils de moins de 35 ans. Oui. Le marché est plutôt dynamique, alors j'allais dire sur les 1 à 5 ans d'expérience, et je trouve qu'il y a un chiffre qui est assez fort, c'est que on annonce aujourd'hui à peu près 280 000 recrutements, enfin il y avait 282 000 recrutements de cadres qui étaient prévus en 2022, il y en a à peu près un peu plus de 60 000 qui sont prévus sur les cadres de plus de 11 ans d'expérience. Si on fait le calcul, un cadre rentre sur le marché du travail à 23-24 ans, 11 ans, ça fait à peu près 34-35, donc c'est déjà pas un senior au sens, entre guillemets, tel qu'on l'entend. Mais expérimenté pour le moins. Expérimenté. Ça veut dire que si on prend encore si on va un petit peu plus loin dans l'analyse et qu'on prenait des cadres de plus de 20 ans d'expérience, qui sera un peu plus pour des cadres de seniors, on serait bien en deçà des 60 000, et donc on serait bien en deçà des 1 recrutement sur 5 qui sont opérés pour ces profils-là. Donc le marché est, oui, moins dynamique, ça se ressent forcément sur des chiffres comme le taux de chômage notamment. Julien, quelques mots sur l'effet mécanique du décalage de l'âge, parce que malgré tout, le taux d'emploi, même s'il reste en dessous de la moyenne européenne, le taux d'emploi des seniors a progressé depuis 20 ans. Alors c'est vrai que c'est une réponse, qui est d'ailleurs annoncée dans les différents débats qu'on peut entendre dans les médias. C'est vrai que si on prend à la date à laquelle les retraites ont été faites, alors on sait qu'il y a toujours un décalage, enfin la date à laquelle effectivement les réformes ont été faites. Si on voit 2003, le taux d'emploi était plutôt de 40,9%. En 2010, il était à 42,3%. Alors, il aurait été encore un peu plus haut après les réformes. Là, on voit qu'on est à 56%. Donc, il y a eu une forte croissance. Et c'est 60,5 la moyenne européenne. Voilà. Donc, on est en deçà encore de la moyenne européenne. Mais néanmoins, mécaniquement, il y a un effet de rattrapage. Ça n'enlève pas moins qu'il y a quand même des difficultés, effectivement, liées notamment à la rencontre entre le marché de l'emploi et les demandeurs d'emploi, notamment par rapport à des métiers en tension et puis par rapport à la formation, qui est un autre sujet. Formation prioritaire en 10 secondes, il y a un besoin de formation de ces seniors, de les accompagner. Oui, parce qu'il n'y a pas suffisamment de formation justement pour permettre aux demandeurs d'emploi de retrouver effectivement l'emploi. Alors, je ne dis même pas de l'emploi qu'ils souhaitent, mais au moins retrouver un emploi. Et on s'aperçoit, ça c'est le chiffre qui est important, 36% quand même des demandeurs d'emploi sur du chômage longue durée sont des plus de 55 ans. C'est ça. Pour les cadres. Donc c'est un élément on reste longtemps, d'où la formation. Trop longtemps lorsqu'on est senior, coupé de l'emploi. Et évidemment, c'est très compliqué de retrouver un travail. Merci Julien d'être venu sur notre plateau. Merci Julien Breuil, directeur des relations entreprises du groupe EDC Business School. C'était toujours un plaisir et c'est toujours un plaisir. Merci à vous, merci à Xavier à la réalisation, merci à Héloïse pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment, merci à Laure-Hélène pour l'accueil invité, merci à vous pour votre fidélité. Je serai là évidemment demain pour un nouveau numéro de Smart Job. D'ici là, restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye.